Nous sommes vendredi et c'est le 1er mars. Vous êtes sur RTI 1. Bonjour et bienvenue. Les 28 et 29 février dernier, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a reçu en audience les ambassadeurs du Canada et de la Turquie en Côte d'Ivoire avec lesquels il a parlé coopération et promotion des échanges économiques et sociaux. On en parle en tout début de journal. La Côte d'Ivoire célèbre ce vendredi la Journée mondiale de la protection civile, une commémoration pour notamment attirer l'attention des populations sur l'importance de la protection civile dans la vie quotidienne. À l'occasion de cette 34e édition, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité évoque les nombreuses réformes dans le secteur. Au Texas, aux États-Unis donc, 2 personnes ont péri dans ce qui est le plus grand incendie de l'histoire de cet État. Le dernier rapport de l'Office des forêts fait état d'un total de 509 800 hectares partis en fumée dans l'ensemble des incendies. Une catastrophe que le président américain Joe Biden a attribuée aux effets du changement climatique. Je vous le disais au sommaire, les ambassadeurs du Canada et de la Turquie en Côte d'Ivoire se sont succédés cette semaine au Conseil économique, social, environnemental et culturel pour échanger avec le président de l'institution. Eugène Akawele les a instruits sur les missions du CESEC tout en souhaitant le renforcement de la coopération, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. Le témoignage de Didier Nguessan. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, a reçu en audience l'ambassadeur de la Turquie et celui du Canada en Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur des sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération, les possibilités de formation dans le domaine de la santé, la prise en charge des populations vulnérables, l'éducation et le développement régional. On connaît le rôle essentiel du CESEC en termes de fourniture d'avis, de recommandations dans tout ce qui se passe au niveau de la société ivoirienne. On voit la Côte d'Ivoire deuxième puissance économique et on constate que ça passe aussi à travers les recommandations du CESEC et de son rôle fondamental. Donc nous sommes disponibles quand on parle de formation, quand on parle de la venue d'experts pour appuyer le travail du CESEC. Il y a plusieurs terrains de coopération pour la Turquie en Côte d'Ivoire. Ça peut être les infrastructures, l'appui pour les femmes, les programmes pour les étudiants, mais aussi pour les encadrements. Le président du CESEC s'est félicité de cette volonté de coopération, tout en soulignant l'importance des liens historiques et des valeurs communes partagées entre la Côte d'Ivoire, la Turquie et le Canada. Nous avons salué la politique inclusive du Canada, qui est une terre d'intégration des différentes communautés qui y vivent. Et vous savez qu'il y a une forte communauté d'Ivoiriens au Canada, aussi bien des étudiants que des binationaux. Nous avons salué cela. Il a dit également échanger sur la mission essentielle du Conseil économique que nous voulons voir renforcée, car il s'agit d'une mission consistant à donner des avis et à faire des recommandations sur la politique publique du gouvernement. Ces rencontres marquent un nouveau pas vers une coopération renforcée entre le CESEC et les institutions similaires de ces 2 pays. Autre lieu, autre audience, cette fois c'est le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères qui a échangé récemment à ses bureaux avec une délégation de la CEDEAO. Selon nos reporters Moussa Konaté et Michel Digré, il a été question de la création d'une plateforme de gestion d'aide pour renforcer l'intégration sous-régionale. Je les laisse donc vous expliquer. Moussa Konaté, Michel Digré, allez-y. Des responsables de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. La délégation de l'institution sous-régionale, conduite par Jérôme Bois, directeur des relations extérieures, est reçue par le ministre délégué Woutabuna Ouattara. Au menu des échanges, les enjeux et perspectives liés à la mise en place d'une plateforme de gestion d'aide. Au niveau de l'intégration régionale, et particulièrement au niveau de la mise en œuvre de l'agenda de l'intégration régionale, il y a beaucoup qui est fait. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de projets qui sont mis en œuvre, mais malheureusement, il n'y a pas de données fiables par rapport à tout ce qui a été fait.
Nous voulons, à travers cette plateforme de gestion de l'aide, pouvoir recenser toutes les initiatives, tous les projets, c'est-à-dire tout le cycle du projet, pouvoir le condenser dans une seule plateforme, toutes ces informations capitales qui pourront aider nos mandants, c'est-à-dire les chefs d'institution, les ministères ou autres, avoir des données fiables, des données harmonisées pour leur permettre de prendre des décisions par rapport à l'intégration régionale. Le ministre délégué a rassuré son hôte du jour de l'appui de la Côte d'Ivoire à soutenir cette initiative en faveur de l'intégration sous-régionale. Nous sommes le 1er mars 2024 et chaque 1er mars, on célèbre la Journée mondiale de la protection civile. Cela pour attirer l'attention du public le plus large sur son rôle majeur dans la vie quotidienne des populations et sensibiliser ces populations-là sur les mesures à adopter en cas de catastrophe naturelle. Cette 34e édition a pour thème les technologies innovantes au service de la protection civile. En Côte d'Ivoire, on note des réformes importantes dans le secteur. Walter Amadou Ouattara. Attirer l'attention des populations sur l'importance de la protection civile dans la vie quotidienne est l'un des objectifs majeurs de la Journée mondiale de la protection civile. Elle est célébrée chaque année le 1er mars. Le thème retenu pour cette année, les technologies innovantes au service de la protection civile. En faisant ce choix, l'Organisation internationale de la protection civile invite les gouvernants et l'ensemble des acteurs à renforcer l'efficacité des services de protection civile par le recours aux technologies innovantes. En effet, l'expérience a prouvé que l'usage de drones, de satellites, de robots et véhicules autonomes, de capteurs intelligents, la technologie 3D, du système d'information géographique ou encore de l'Internet accroît sensiblement la performance des services en charge de la prévention et de la lutte contre les catastrophes, accidents et sinistres. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité met à profit le cadre de la 34e Journée mondiale de la protection civile pour rappeler les réformes du gouvernement. Le gouvernement, sous la haute impulsion de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, s'est engagé dès 2011 à moderniser notre système national de protection civile. Cette volonté affichée s'est traduite par d'importantes réformes structurelles, au nombre desquelles la réforme du cadre juridique à travers l'Office national de la protection civile, en abrégé ONPC, l'élaboration d'un document de politique en matière de protection civile accompagné d'un plan d'action stratégique, l'ouverture des services de protection civile à l'intérieur du pays et les dotations en moyens matériels et de mobilité conséquents. Grâce à ces réformes, notre pays dispose à ce jour d'un système robuste et performant de protection civile qui a démontré toute son expertise à l'occasion de l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le 18 décembre 1990 que l'Organisation internationale de la protection civile, OIPC, a institué cette journée mondiale. Autre célébration de journée mondiale. Depuis 2016, l'on célèbre le 1er mars la journée, cette fois africaine de l'alimentation scolaire. C'est un point de ralliement rassemblant les acteurs des secteurs publics, privés, de la société civile et multilatérale pour galvaniser le soutien politique à l'adoption et à la conduite de programmes d'alimentation scolaire. La Côte d'Ivoire a un taux de couverture de 36% de cantines scolaires. À l'occasion de la journée, donc, la ministre de l'Éducation nationale fait le point au micro de Sephora Zeki. En Côte d'Ivoire, l'école est obligatoire pour tous les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Les enfants scolarisés sont souvent exposés au risque de faible performance ou de décrochage scolaire. Les pays africains veulent donc faire de l'école un endroit privilégié pour le bien-être total des élèves. En plus de leur droit à l'éducation, les enfants scolarisés devraient avoir accès à l'alimentation scolaire afin de prévenir non seulement certaines maladies, mais surtout améliorer leur développement psychomoteur. Depuis 9 ans aujourd'hui, une journée est dédiée à la commémoration de l'alimentation scolaire au plan africain. Offrir un repas chaud et équilibré à tous les enfants de nos écoles est un déterminant fondamental dans la lutte contre l'échec scolaire. Aussi, convaincu de l'importance de l'alimentation scolaire dans l'amélioration des rendements des élèves bénéficiaires,
notre pays, la Côte d'Ivoire, a signé le document d'engagement à la Coalition mondiale pour les repas scolaires en janvier 2023. Notre pays a participé aux sommets internationaux sur l'alimentation scolaire. Pour une couverture totale des établissements scolaires publics du pays, le gouvernement voit grand. L'ambition du gouvernement est de passer de 5 602, soit 36% du taux de couverture en cantine pour l'année scolaire 2023-2024, à 100% des écoles primaires publiques à l'horizon 2030, avec 60% des effectifs qui auront accès aux repas scolaires pendant 80 jours contre 26 jours actuellement. L'autre ambition est de créer 31 pôles de production formés de groupements de petits producteurs, majoritairement féminins, d'ici à 2030. Des ambitions qui ne sauraient se concrétiser qu'avec l'appui de tous, partenaires au développement, collectivités locales, conseils régionaux, entreprises publiques et privées et populations sont tous invités à aider à approvisionner les cantines scolaires du pays en vivres pour une meilleure prise en charge des enfants. Bon appétit à vous tous qui nous regardez et qui êtes à table. Le laboratoire du bâtiment et des travaux publics et l'ensemble des acteurs équipements routiers viennent de valider le tout nouveau manuel de conception et de dimensionnement des chaussées neuves. Un catalogue qui tient compte notamment des matériaux de données climatiques, géologiques locaux et qui va permettre d'optimiser l'utilisation des matériaux et de la qualité des routes. Léon Brokwame nous explique tout ça. Environ 2000 km de routes nouvelles construites entre 2011 et 2023 pour porter à 8100 km le réseau routier neuf. Ces routes, selon les experts, doivent leur qualité et leur durabilité à l'adaptation des données sur la conception et le dimensionnement des chaussées neuves prévues au catalogue de 1977. Voilà donc l'urgence à actualiser ce manuel. Il vise à introduire des définitions de chaussées, de structures de chaussées qui vont permettre de répondre au trafic poids lourd, ce qui est une situation nouvelle pour la Côte d'Ivoire par rapport à la situation qui était celle rencontrée il y a 40 ans. Bien entendu, ces routes respectent les normes. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de ressources. La population croît, les données climatiques évoluent. Donc, bien entendu, il s'agit de faire des recherches pour optimiser et utiliser au mieux les ressources dont nous disposons. Il s'agit aussi d'optimiser la qualité et la durabilité des infrastructures. Les données de 1977 sont mises en conformité avec l'évolution technologique et les exigences climatiques pour une utilisation optimale des matériaux locaux. Une démarche approuvée par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier au regard de l'importance du réseau routier et de l'investissement exigé. 3 000 milliards entre 2011 et 2023, par exemple. C'est bien pour prendre en compte tous les changements que nous avons. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, met beaucoup de moyens dans l'amélioration du réseau routier en Côte d'Ivoire. Et donc c'est normal qu'on puisse donc avoir des documents qui puissent aider tous les experts, tous les techniciens, toutes les entreprises pour pouvoir donc faire construire des routes de qualité. Ainsi validé, le nouveau manuel de conception et de dimensionnement des chaussées neuves va s'imposer comme norme aux acteurs et aux financiers de l'équipement et de l'entretien routier. Merci à vous, Léon Brokwame et Franck Kofi. Venons-en maintenant à cette remise de diplôme de la FIPME à ses auditeurs en fin de formation. Des jeunes auditeurs au nombre de 50 et qui ont été formés en maintenance automobile. Aujourd'hui, ils sont suffisamment outillés pour réussir leur insertion. Olivier Kra, reportage dans un commentaire donc d'Abou Sanogo. Au nombre de 50 jeunes techniciens âgés de 16 à 35 ans, ils reçoivent leur diplôme, couronnement de 10 mois de formation théorique et pratique en maintenance automobile. Cela grâce à un programme de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises en partenariat avec des entreprises ivoiriennes spécialisées dans les secteurs de l'automobile et de l'industrialisation, avec pour objectif de renforcer les capacités des jeunes pour accéder au monde du travail, mais surtout avoir des emplois décents.
Nous pensons avoir ajouté quelque chose au tissu professionnel dans le domaine de l'automobile de notre pays. Je leur ai dit que ce n'est pas une fin en soi, c'est exactement donc le début. Qu'il faut qu'ils soient dans l'optique de toujours apprendre. Nous sommes vraiment ravis de cette formation qui vraiment a pris en compte nos jeunes gens. Parce qu'il y a vraiment des jeunes qui n'étaient pas du tout mécaniciens, qui n'avaient rien à voir avec l'automobile, qui se sont reconvertis. Cette cérémonie s'inscrit dans la formation, la requalification et l'insertion professionnelle des jeunes. Et le projet de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises est une initiative qui, selon les initiateurs, doivent être pérennisés. Un projet qui est bienvenu. On a été très heureux de recevoir tous les récipiendaires aujourd'hui. Le marché de l'emploi dans le secteur auto, il est grandissant et chaque jour, il évolue. Il faut encore peut-être multiplier par 10, par 20. C'est bienvenu encore dans le futur. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à leur tutelle. Le diplôme qu'on a, c'est le travail, théorie et pratique qu'on a eu à effectuer au sein des différentes entreprises. Et aujourd'hui, nous sommes fiers et je pense bien que nos parents aussi sont fiers. Créé en 1995 avec pour objectif de faciliter le dialogue entre l'État et les petites et moyennes entreprises, tout en participant à ces actions, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises est la première organisation patronale des PME ivoiriennes. À l'issue de ces séances, des diplômes ont été décernés aux partenaires pour leur soutien et engagement. L'État et les collectivités locales continuent d'améliorer les conditions d'études des élèves sur le territoire national. À Assuéfry, par exemple, au nord-est de la Côte d'Ivoire, département de Tanda, la mairie vient de réaliser un bâtiment supplémentaire de 3 classes au lycée municipal de la commune. Cela pour accroître les bonnes conditions d'accueil des apprenants. Herman Niamien était le week-end dernier pour RTI 1 à l'inauguration du bâtiment. C'est le 3e bâtiment de 3 salles de classe plus bureau que le maire Yeboah Sévérin met à la disposition du lycée municipal d'Assuéfry. Ce geste, justifie le donateur, est une réponse à la doléance exprimée par les responsables de l'établissement et les parents d'élèves afin d'accroître les capacités d'accueil du lycée municipal d'Assuéfry pour permettre aux élèves de prendre les cours dans de bonnes conditions. Tout ce qu'on a fait, ça concourt au développement d'Assuéfry, au développement de la région et au développement de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des enfants de Bokanda, il y a des enfants de Béoumi, il y a des enfants de Divo qui fréquentent ici. Donc s'ils sont dans de bonnes conditions de travail, et si demain ils réussissent là, c'est pour la Côte d'Ivoire. À la coupure symbolique du ruban, le proviseur du lycée municipal d'Assuéfry a rappelé que le maire Yeboah Sévérin n'est pas à sa première action au profit de son établissement. Je suis tenté de me demander quel serait le lycée municipal d'Assuéfry sans vous. Pendant 10 ans, vous avez pris en charge le salaire de 8 enseignants. À chaque rentrée scolaire, vous offrez des cahiers à hauteur de 300 000 aux orphelins et aux démunis. Le représentant du ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani, parrain de la cérémonie, a félicité les donateurs pour toutes ces actions de développement au profit de ses parents. L'école transmet les savoirs, permet la socialisation scolaire, permet aux individus de devenir des citoyens. L'école est un acteur fondamental de l'égalité des chances. Tout ce tout pour dire merci à notre donateur. La cérémonie animée par la troupe artistique de l'établissement a pris fin par la pose de la première pierre de la maternelle de l'EPP Assuéfry 1. C'est le 3e établissement que construira le maire d'Assuéfry pour contribuer à l'éducation des enfants de sa cité. Et la page santé de ce 13h nous conduit à Bouaké, dans le Béké, où les femmes battantes de la région ont donné récemment de leur sang. Elles donnent de leur sang et invitent toutes les femmes à en faire de même, dans l'objectif d'atteindre l'autosuffisance en sang et en produits sanguins. William Skakou, Kader Sogodogo, RTI Bouaké. Dans l'optique de contribuer à la disponibilité du sang et d'un produit sanguin, l'Union des femmes battantes de Béké initie une campagne de collecte. Une action soutenue par le Centre régional de transfusion sanguine de Bouaké qui a permis de récolter plus d'une centaine de poches de sang. L'association a organisé avec l'État ivoirien, nous puissions donner notre sang. Donner le sang, ça va permettre à ces mamans d'avoir une carte de fidélité
pour pouvoir tout le temps donner leur sang, permettre de se soigner correctement, de détecter toutes sortes de maladies. Donc nous avons mis ça en place parce que les mamans ne sont pas habituées à ça. Les responsables du Centre régional de transfusion sanguine de Bouaké saluent l'initiative et exhortent les autres organisations à emboîter le pas à l'Union des femmes battantes de Bouaké. Le sang, c'est quelque chose qu'on ne paie pas. C'est naturel. Dieu nous a donné. Donc là, il faudrait qu'on donne. Je voulais sensibiliser vraiment mes parents de la région de Bouaké, parce que la région de Bouaké en a besoin. Une initiative bien perçue par les donatrices pour qui cette action sauve des vies. Donner le sang sauve des vies. J'invite mes soeurs et frères de donner leur sang. L'Union des femmes battantes de Bouaké est une organisation qui œuvre à l'épanouissement des femmes. Elle compte plus de 2000 membres issus de toute la région de Bouaké. Sur place, justement, là-bas, à Bouaké, pendant que ces femmes-là s'attellent à récolter du sang pour sauver des vies, il y en a d'autres, des petits malins, des petits délinquants d'une dizaine d'années seulement, 10-13 ans maximum, dont l'activité est d'opérer une fois la nuit tombée. Ils dévalisent des magasins aux grandes dames des commerçants qui ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont alerté la police et les indélicats ont été pris. Corona Soro, reportage. La police nationale ne s'accorde aucun répit dans la lutte contre l'insécurité urbaine. Sous les ordres du commandant du district de police de Bouaké, une opération au coup de poing est menée sur le site de l'Est, hôtel Harmattan au quartier Commerce. L'opération a mobilisé une unité de la direction de lutte contre les drogues et stupéfiants, les éléments du commissariat de police du 4e arrondissement, avec à leur tête le commissaire Blaise. Cette descente matinale a permis de mettre la main sur une dizaine de gamins âgés de 10 à 13 ans. Ces jeunes vandalisent les magasins construits sur l'espace de l'ancien hôtel la nuit et la journée, ils se cachent dans les chambres et les sous-sols du dit hôtel. C'est sur dénonciation des commerçants que l'opération a été menée. C'est des petits qui viennent dormir la nuit. Voilà, donc nous avons sollicité la police, surtout le commissaire du quartier. Vraiment, nous disons merci à la police nationale. Ces opérateurs économiques saluent cette action de la police nationale qui vise à assainir les espaces de vie et de travail des populations. La descente que la police nationale ivoirienne vient de faire, vraiment, c'est très bon parce que les enfants nous font peur sur le site Cavalier ici. Parce que même dans la journée, là, quand tu les vois passer là, tu as peur. Souvent même quand tu sors dans ton magasin, là, tu es obligé de sortir ton sac ou bien tes trucs qu'on peut prendre rapidement. Parce que c'est des enfants de 12 ans, 11 ans, vraiment, c'est des enfants qui sont dangereux. Donc moi, c'est Bouddha à la police, que si la police peut faire ça à chaque fois ici, c'est très important. Cette volonté de la préfecture de police de Bouaké de ne pas relâcher la pression sur le grand banditisme va se poursuivre afin de débarrasser la ville des zones d'insécurité. Un reportage de Corona Soro. De Bouaké au centre de la Côte d'Ivoire, on prend la direction de San Pedro dans le sud-ouest pour 540 km à parcourir par la route. On va y rejoindre les clubs Rotary qui s'y sont retrouvés dans le cadre de leur 41e réunion interville. Un événement ludique mais aussi d'utilité publique avec entre autres un planting d'arbres. Ils y ont même pris l'engagement de rester mobilisés face aux défis du changement climatique. Sam Conan, correspondance. La réunion Interville, un grand rendez-vous annuel des clubs Rotary de Côte d'Ivoire. Pour la 41e édition, c'est la ville de San Pedro qui a été choisie pour abriter cette rencontre des hauts niveaux des Rotariens. À l'amphithéâtre de 500 places de l'université, les participants ont eu droit à des séances de formation. Également, ils ont pu suivre des conférences et des panels. Sur le thème, les clubs Rotary de Côte d'Ivoire face aux défis du changement climatique. Notre objectif en choisissant ce thème était de veiller les consciences par une mobilisation des Rotariens et celle de la société civile face à ce grand bouleversement. Notre participation à la lutte devrait commencer dans notre environnement immédiat, d'abord, ensuite s'étendre à tout le pays au regard des conséquences dévastatrices. Pour faire face à ces incidences dramatiques, il importe de mettre en place des mesures d'adaptation et d'atténuation. Pour relever ce défi, il faut d'abord planter des arbres et sensibiliser les populations.
C'est ce que font les Rotariens dans le périmètre de l'université de San Pedro. En tant que Rotariens, c'était pour nous de contribuer à l'effort du gouvernement et ces plantines d'arbres contribuent aussi à faire reculer le réchauffement climatique. Des campagnes de sensibilisation sur le changement climatique et des plantings d'arbres vont avoir lieu à travers tout le pays. Je vous le disais en titre, au Texas, aux États-Unis, selon un nouveau bilan, 2 personnes ont péri dans ce qui est le plus grand incendie de l'histoire de cet État. Une catastrophe que le président américain Joe Biden a attribuée aux effets du changement climatique. Le dernier rapport de l'Office des forêts fait état d'un total de 509 000 hectares partis en fumée dans l'ensemble des incendies, dont 11 ont déjà été circonscrits et une douzaine maîtrisés. C'est vendredi, on y va maintenant pour la page sport de cette édition. Il est avec nous. Bonjour Samuel. Bonjour Hamza. Ça va, ça fait plusieurs semaines qu'on ne s'est pas vu. Quand même, ouais. La CAN. Ouais, c'est sûr, la CAN qui a entretenu donc tous les esprits et naturellement qui nous a maintenus aussi en haleine avec nos chers téléspectateurs qui ont pris du plaisir à récupérer cette 3e étoile avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et vous vous êtes remis de votre charge de travail? On va le dire, on est dans le processus. D'accord. Mais voilà. Allez-y, parlez-nous. Alors, justement, pour cette CAN 2023, nous continuons d'apprécier donc les efforts du gouvernement de Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire a honoré plusieurs acteurs de l'organisation. Au nom donc du chef de l'État, 293 acteurs de l'organisation et de la réussite de la CAN 2023 ont été décorés par le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie et le grand chancelier de l'Ordre national en présence de plusieurs membres du gouvernement. C'était à la primature mercredi dernier. La Côte d'Ivoire ne finit pas de célébrer le mérite de ses valeureux enfants. Si les éléphants footballeurs sont rentrés dans l'histoire par la grande porte avec le sacre, ils ont entraîné avec eux dans le succès plusieurs autres Ivoiriens, acteurs émérites d'une organisation qui a conquis le monde entier et qui fait de ce rendez-vous sportif un événement qui restera longtemps gravé dans les mémoires. Tous, comme le Premier ministre, sont unanimes que le premier mérite revient au chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Il a dit jamais 2 sans 3. Ensuite, il a donné au football, au sport africain, les meilleures installations qui puissent exister en Afrique. Pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, pour que nous organisions la meilleure coupe, c'est pas moi je ne vais jamais le dire, mais c'est la CAF qui le dit. La meilleure Coupe d'Afrique depuis que la Coupe d'Afrique existe, pour tout le travail qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, pour la cohésion sociale qu'il a su créer, pour la grande amitié que les Ivoiriens ont exprimée les uns pour les autres, je voudrais vous demander respectueusement de vous lever pour faire un banc au président Alassane Ouattara. Il a choisi des hommes et des femmes d'expérience. Mon frère Amicha, que j'ai beaucoup fatigué, il le sait, par amour pour lui. Mais Amicha s'est entouré d'une très belle équipe. Ça a été un moment de communion extraordinaire. C'est pourquoi je voudrais demander humblement à tous ceux qui ont été décorés, pardon, la décoration, on vous a choisi, mais c'est pour tous les Ivoiriens. 56 décorations dans l'ordre du mérite national et 237 dans l'ordre du mérite sportif ivoirien ont été distribués à plusieurs personnalités dans divers domaines de compétences. C'est un sentiment de responsabilité et de fierté, mais aussi de gratitude envers le président François-Albert Micha et le directeur exécutif du COCAN, M. Sila Moumouni. Cette médaille, c'est la fierté pour chacun de ses agents, c'est la reconnaissance du pays pour chacun de ses agents, c'est l'honneur fait à chacun de ses agents par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et je voudrais, en leur nom à tous, dire merci à notre président qui sait récompenser les entités qui font avancer le pays. C'est une médaille qui nous rend fiers. Nous l'arborons avec beaucoup de fierté, mais également avec toute la responsabilité que cela requiert. Aujourd'hui, ce n'est pas une décoration pour Magic System. C'est une décoration pour tous les Ivoiriens qui, comme nous, ont donné de leur temps, ont donné de leur voix pour soutenir l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est une fierté de me voir être reconnu par l'État de Côte d'Ivoire comme avoir contribué au succès de cette CAN. C'est une fierté pour moi de porter cette distinction à mon nom propre
et pour le compte de l'ensemble des agents de la SOTRA. Cette médaille, elle appartient, c'est vrai, à ma personne physique, mais à l'ensemble des volontaires. Tout d'abord, dire merci au Dieu Tout-Puissant qui permet toutes choses et qui a permis que nous puissions aller au terme de cette organisation. C'est une cérémonie qui a tenu dans l'ensemble toutes ses promesses. Et après l'organisation justement très réussie de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le président du comité d'organisation COCAN, François-Albert Amicha, a témoigné sa gratitude aux hommes et aux femmes qui l'ont accompagné dans cette belle aventure au sein de l'institution. Moyabi Diabaté. Tour à tour, sur le pupitre, les entités du COCAN ont témoigné leur reconnaissance et leur gratitude au président de l'institution, Albert François Amicha, pour la confiance placée en elle au cours de cette aventure humaine, soldée par le sacre des éléphants lors de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le lieu pour moi de remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance, à commencer par le président Amicha, notre chef de projet, Anne-Marie Nguessan, qui elle était toujours en centrale avec ses équipes. Le premier patron du COCAN, Albert François Amicha, a exprimé son infinie reconnaissance à la RTI, radio-téléviseur hôte de l'événement. Vous avez commencé avec la Women's Champions League. Les Ivoiriens qui regardaient les matchs cherchaient où sont les Européens, où sont ceux qui filment. Mais c'était nos gens de la RTI. Et c'est grâce à vous. Vous avez obtenu d'être le radio-télévision diffuseur hôte. Vous avez envoyé vos équipes en formation auprès des chaînes qui diffusent les ligues, les championnats nationaux européens pour s'imprégner. Et vous êtes venus avec du matos de dernier cri qui permettra à la Côte d'Ivoire de pouvoir retransmettre en direct, d'avoir une régie avec de nouveaux cas. Et vous êtes là aujourd'hui parmi nous. Je vous dis merci. Pierre angulaire à la réussite de cette organisation, la grande famille du COCAN et les différents partenaires n'ont pas été oubliés par le président François-Albert Amicha lors de son adresse. Je voudrais saluer la grande famille du COCAN, des présidents de commissions techniques aux chauffeurs, en passant par les présidents et membres de commission, pour ces années, ces mois de travail et les sacrifices consentis à l'aboutissement de cette haute mission pour le bonheur et la grandeur de notre nation. Cette cérémonie conviviale et festive vient conclure le travail accompli par les mains ouvrières ayant contribué à l'organisation de la plus belle des CAN. Et comme naturellement plusieurs champions d'Afrique, celui dont nous allons parler maintenant, Charles Foli Ayayi, gardien de la SEC Mimosa et champion d'Afrique, lui est retourné donc à Port-Boué dans son quartier où il a reçu plusieurs salutations et naturellement donc des encouragements. Il fait partie donc du groupe des vainqueurs et les populations de la commune de Port-Boué ont tenu à lui rendre un hommage bien mérité. Félicitations encore une fois à tous nos champions d'Afrique. Voici Hamza Diaby donc pour l'essentiel de ce jour. L'essentiel, donc félicitations à tout le monde, félicitations à vous, RTI Sport, pour tout ce que vous avez. On a vu vos magnifiques plateaux que vous avez réussi à faire vivre aux populations. Merci à tout le groupe RTI, merci, bravo, félicitations pour ces moments inoubliables, ces moments magiques qui ont été offerts aux populations. Merci. Ça nous touche. Merci Samuel. Merci à vous pour ce JT donc, et c'est donc la fin de ce 13h. Merci de votre grande confiance, vous chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine.